Dans une très belle ville appelée Kumadi, vivait une très jeune et belle femme nommée Amara, qui avait récemment emménagé à Kumadi. Elle était admirée par de nombreux célibataires qui voulaient l'épouser, mais étrangement, Amara ne s'intéressait pas aux célibataires. Peu importe leur richesse, elle ne s'intéresse qu'aux hommes riches et heureux en ménage. Elle était fière du nombre de foyers qu'elle avait brisés. Amara était sans remords et, chaque fois que les femmes de ses conquêtes l'approchaient, elle les réprimandait et les ridiculisait sans ménagement. « Ne me parle pas, disait-elle. Marchez sur votre dos. Aucun homme ne veut d'une laide pour votre femme. » Amara les insultait publiquement. Certaines femmes se mettaient à genoux, suppliant Amara de rester loin de leur mari pour la paix de leur foyer. Mais Amara les ridiculisait et les laissait souffrir. Amara prenait plaisir à briser des foyers heureux et à détruire des familles. Moins de 6 mois après son arrivée à Kumadi City, Amara était devenue célèbre comme briseuse de ménage. Cependant, cela n'empêchait pas d'autres hommes mariés de tomber dans son piège. Elle était très belle et séduisante. Aucun homme ne pouvait résister à son charme. Toutes les femmes mariées de Kumadi City craignaient pour leur mariage, car elles faisaient tout leur possible pour que leur mari ne tombe pas sous l'emprise d'Amara. C'était aussi une excellente cuisinière. Elle était excellente au lit et très riche. Il était difficile pour les hommes de lui résister. Certains la disaient diabolique, mais ils se trompaient. Elle était simplement très douée pour la séduction. Un jour, Amara se rendait au marché lorsqu'elle aperçut pour la première fois depuis son arrivée à Kumadi City un 4x4 de luxe. La voiture était garée à quelques mètres d'elle, devant un supermarché. Un homme très beau, Obina, en sortait avec une magnifique femme nommée Kioma, qu'elle suppose être son épouse. Amara était fascinée par le bonheur et la complicité qui régnait entre Obina et Chioma. Elle décida aussitôt de briser leur couple. Elle entre rapidement dans le supermarché et l'aborda. « Bonjour, je m'appelle Amara. » Elle se présente à Obina lorsqu'elle remarque que sa femme était loin de lui. Mais contrairement aux autres hommes qui auraient été captivés par sa beauté, Obina semble totalement indifférente. On aurait dit qu'il ne la reconnaissait pas. « Que puis-je faire pour vous ?» lui exigea-t-il d'un ton neutre. Amara comptait sur sa beauté pour conquérir le cœur d'Obina. Aussi fut-elle stupéfaite de son indifférence. Elle le regarda, surprise, s'éloigner lorsqu'elle ne répondit pas. Après avoir fait ses achats, elle croisa Obina par hasard à la caisse. À sa grande surprise, Obina exigea une fois de plus au caissier de lui mettre tous les billets. Puis il partit avant qu'Amara n'ait pu le remercier. De retour chez elle, Amara ne cessa de penser à Obina et à ce qu'elle avait vécu avec lui. Elle se sentait inférieure et son ego en prenait un coup. Elle décide alors, au plus profond d'elle-même, qu'elle ferait tout pour qu'Obina tombe amoureux d'elle et l'attire dans son lit, être après, qu'il aura goûté à ses charmes et à ses talents culinaires. Il serait mendié à genoux comme un chien, se dit Amara. Amara a commencé à suivre Obina, cherchant à obtenir le maximum d'informations sur lui. Mais Obina était comme un fantôme. On lui avait dit qu'il avait récemment emménagé à Kumadi City avec sa femme Shoma et que personne ne savait rien de lui ni d'elle. Cependant, on avait dit à Amara qu'Obina était immensément riche. Mais Shoma ne lui avait toujours pas donné d'enfant après presque 10 ans de mariage. Malgré cela, Obina était réputé pour sa fidélité et on disait qu'il était impossible qu'il trompe Shoma. Cette révélation attire encore davantage la curiosité d'Amara. Elle le voyait comme un défi à relever et devint plus déterminée que jamais à briser son foyer. Elle se disait que si elle tombait enceinte d'Obina, elle pourrait le contraindre à divorcer car sa femme était stérile. Le lendemain, Amara retrouva Obina à son bureau. Elle prend rendez-vous comme cliente. Mais une fois entrée, Amara verrouilla la porte et s'assit hardiment sur les genoux d'Obina. « Depuis le jour où je t'ai vue au supermarché, je n'arrête pas de penser à toi. Je t'aime, Obina. Je suis prête à te donner mon corps et mon cœur. Tout ce que je demande, c'est que tu m'appartiennes. Mais je suis mariée et je ne peux pas quitter ma femme. Peu importe, je me fiche que tu sois mariée. Je ne te demande pas de m'épouser. Tout ce que je te demande, c'est de me permettre de te partager avec elle. » Obina sourit à cette déclaration audacieuse. « Si c'est ce que tu veux, alors il n'y a pas de problème, » répond-il en serrant Amara passionnément dans ses bras. Ils échangèrent ensuite leurs coordonnées et Amara rentra chez elle, le cœur léger et triomphant. Elle pensait avoir enfin conquis le cœur d'Obina, mais elle ignorait qu'elle était la proie et Obina le prédateur déguisé. Obina emmenait souvent Amara dans des endroits luxueux et huppés. Il la comblait de cadeaux et de bijoux précieux. Il finançait son train de vie extravagant et flamboyant, au point qu'elle devenait accro au luxe. Amara pensait avoir gagné le cœur d'Obina, mais contrairement aux autres femmes qui l'affrontaient souvent, elle pouvait la fournisseur, voire la menacer de quitter son mari, mais Shoma restait calme et sereine. Souvent,
Elle voyait son mari avec Amara sans dire un mot. Elle se contentait de sourire et de s'éloigner. Cette étrange personnalité troublait profondément Amara. Elle tirait une grande joie de savoir qu'elle avait conquis le mari d'une autre. Mais dans le cas d'Obina, elle ne ressentait aucune victoire, car Shoma ne semblait pas ceux de sa relation avec lui. Amara appréciait pourtant les attentions qu'Obina lui portait. Elle ignore donc les signaux d'alarme et continue de savourer ses moments avec Obina. Amara pensait qu'une fois enceinte d'Obina, il la quitterait pour toujours. Mais après 2 mois de relation, elle trouva très étrange qu'Obina refuse de coucher avec elle, malgré son pouvoir de séduction. Elle avait souvent essayé de le séduire ou de l'enivrer, mais toutes ses tentatives pour l'attirer dans son lit avaient échoué. Cela troublait profondément Amara, qui commençait à penser qu'Obina n'était pas un homme à la hauteur, jusqu'au jour où Obina lui annonçait. Son anniversaire approchait la semaine suivante, et il voulait le fêter en grande pompe. Il invite Amara dans l'une de ses maisons, une maison où elle n'était jamais allée. Ce jour-là, Obina lui avait envoyé une magnifique robe rouge et lui avait demandé à la porter pour la fête. Amara obéit et revêtit la robe rouge, mais en arrivant, elle ne reconnaît personne. Tous les visages étaient nouveaux à Kumadi City, vêtus de vêtements très chers et arrivés en voiture de luxe. Amara était encore perplexe lorsqu'Obina lui prit la main et appela l'assemblée. « Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle femme de Kumadi City. C'est elle la raison de cette célébration. » La foule applaudit bruyamment. Cette présentation combla Amara de joie. Elle crut fêter son anniversaire, mais elle ignorait que c'était la nuit de son destin tragique. Obina emmena Amara dans une des pièces du magnifique manoir. Avant d'entrer, il lui offrit un verre de vin qu'il avait préalablement drogué avec un somnifère. Sans se méfier, Amara met le vin, car elle faisait confiance à Obina. Progressivement, elle a commencé à avoir des vertiges jusqu'à s'endormir. Obina retire délicatement sa robe et la dépose doucement sur le lit. Amara dormait, mais ses yeux s'ouvraient lentement par intermittence. Alors qu'elle luttait contre ses forces, elle vit Chioma, la femme d'Obina, entrer dans la chambre. Chioma se transforme en un immense cobra et s'endormit près d'elle, tandis qu'Obina restait là à observateur. Amara était très faible à cause du vin qu'elle avait bu et ne pouvait plus bouger. Témoin de ces événements, elle sombre dans un sommeil profond. À son réveil le lendemain matin, elle vit Obina allongée à ses côtés. « Bonjour mon amour. » Obina lui sourit et l'embrassa sur le front. « La nuit dernière était folle. Tu étais si bonne. » Obina lui avait menti. Amara se souvint des événements de la nuit précédente, mais elle les rejeta, persuadée qu'il s'agissait d'un rêve. Elle supposa qu'Obina avait couché avec elle, puisqu'il était allongé à côté d'elle. Quelques heures plus tard, Obina la raccompagnera chez elle et, comme à son habitude, lui donna beaucoup d'argent pour qu'elle se fasse plaisir. Puis, il répartit. Depuis ce jour, Obina ne répondait plus à ses appels ni à ses messages. Amara était confuse, car elle ne se souvenait pas d'avoir offensé Obina. Elle remarque aussi que tous les hommes qui l'admiraient autrefois avaient arrêté de l'approcher. À son insu, Obina et sa femme Chioma avaient volé son utérus et sa beauté pour accroître leur richesse. Obina pratiquait des rituels, et sa femme était complice. Après avoir tenté à plusieurs reprises de contacter Obina sans succès, elle a décidé de retourner dans son village natal pour voir sa mère. La mère d'Amara était une mère célibataire. Elle s'appelait Jennifer. Adolescente, elle avait été contrainte de vivre chez sa tante en ville. Cependant, le mari de sa tante, subjugué par sa beauté, avait violé Jennifer, ce qui avait entraîné alité. Malheureusement, personne ne crut Jennifer lorsqu'elle affirme que le mari de sa tante était responsable de sa grossesse. Elle fut expulsée de chez sa tante et porta l'enfant seule, souffrant de tout. Lorsqu'elle donna naissance à Amara, sa fille était belle et exceptionnelle. Pourtant, Jennifer nourrissait toujours une colère et une haine profonde envers le mari de sa tante. Elle éduqua donc sa fille de manière erronée, la corrompant avec l'idée que tous les hommes mariés et heureux étaient des monstres. Amara grandit avec cette mentalité et consacra sa vie à détruire les foyers heureux pour prouver au monde que les hommes étaient tous pareils. Après avoir rencontré sa mère, Amara lui raconte tout ce qui s'était passé avec Obina. Sa mère a décidé de l'emmener consulter un puissant sorcier pour découvrir la vérité. Lors de leur visite, le sorcier prononça des incantations et révéla à Amara qu'Obina n'était pas un homme ordinaire. Le puissant sorcier leur dit qu'Obina était un homme misérable et pauvre lorsqu'il rencontra Shoma, la fille de la déesse du fleuve, afin qu'Obina devienne riche. Il conclut un pacte avec la déesse du fleuve pour obtenir le pouvoir. La déesse lui impose 3 conditions. Obina devait épouser sa fille, il ne devait jamais coucher avec aucune femme, et, chaque année, il devait offrir à une jeune femme son ventre et sa beauté en permettant à sa fille de s'unir à elle.
Amara fut choquée par les paroles du sorcier. Elle comprit soudain pourquoi Shoma restait insensible à ses caprices. Amara se mit à genoux et implore le sorcier de l'aider. Le sorcier se tourne de nouveau vers sa divinité et prononça des incantations. Puis il révéla à Amara que le seul moyen de retrouver son ventre et sa beauté était de tuer Shoma, la fille de la déesse du fleuve. Amara, perplexe, se demanda comment il était possible de tuer la fille de la déesse. « Mais elle est un être spirituel, tandis que je ne suis qu'une simple humaine, » se plaint Amara. « C'est tout ce que je peux faire pour vous. Vous devrez trouver le reste par vous-même. » Amara et sa mère remercièrent le puissant sorcier et rentrèrent chez elles. Cependant, Amara ne met pas près de l'œil de la nuit. Elle reste éveillée toute la nuit à réfléchir à un moyen de tuer Shoma, la femme d'Obina. Un jour, Amara a conçu un plan. Elle parcourut le village de sa mère à la recherche d'une très belle femme. Par hasard, elle rencontre une jeune et ravissante femme nommée Sandra. Quelques jours plus tard, Amara raconte son histoire à Sandra et ce qu'Obina lui avait fait. Elle lui promit alors une grosse somme d'argent si elle parvenait à séduire Obina et à l'utiliser pour son prochain sacrifice. Sandra était terrifiée, mais la somme promise par Amara était si importante qu'elle ne put la refuser. Ensemble, elles mirent au point le plan suivant. Sandra se rendrait à la fête où elle serait invitée, mais elle ne devait pas accepter le verre qu'Obina lui offrirait. Quelques semaines plus tard, Sandra s'installe à Bonicity. Comme prévu, personne ne la connaissait ni d'où elle venait. Rapidement, elle attire l'attention de tous les hommes de Bonicity, mais elle repousse toutes leurs avancées. Son mets ultime était Obina, et il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne la remarque. Elle feignit d'être attirée par sa richesse et joua le jeu en suivant les instructions d'Amara. À la même période de l'année, Emeka invite Sandra à sa fête d'anniversaire, comme il l'avait fait pour Amara, mais Sandra était plus avisée et savait ce qui se tramait. Elle s'attendait à ce qu'elle porte la robe qu'Obina envoie et, après l'avoir présentée à ses invités comme il l'avait fait pour Amara, il la conduisit silencieusement dans la même pièce, telle une brebis à l'abattoir. Cependant, lorsqu'Obina lui offrit le vin, elle fit semblant de le boire. Elle le versa sous le lit. Après quelques minutes, elle fit semblant d'avoir le vertige et s'allongea sur le lit. Obina la déshabilla rapidement et la dépose sur le lit. Quelques minutes plus tard, Shama entre dans la pièce. Obina enfila une robe rouge et commença à réciter des incantations. Sandra reste immobile jusqu'à ce que Shama se transforme en serpent et rampe vers elle sur le lit. Shama se redressa brusquement et attrapa le serpent par la tête, faisant à Obina la peur de sa vie. Désorienté, il ne sut que faire. Il regarda Sandra saisir une bouteille de vin près du lit, la briser et poignarder le serpent à plusieurs reprises à la tête. Le serpent poussa un cri strident et commença à se transformer à nouveau en Shama. À chaque coup de couteau, elle voyait Obina ressentir une douleur intense similaire dans une partie de son corps, ce qui le rend incapable de se défendre contre Shama. Sandra ne s'arrête pas. Elle continue d'attaquer le serpent tandis qu'il redevenait Shama, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Shama dans une mare de sang. Sandra se lave rapidement et se faufila hors de la pièce pour rejoindre la fête.